c'est un mot qui est difficile à utiliser parce qu'il utilise plein de notions différentes et que c'est un mot en anglais qu'on a tendance à très mal traduire en français. Quand on utilise souvent le terme de fake news pour parler de fausse information. Fausse information en anglais, ça se dit false news, ça se dit pas fake news. Pourquoi les anglophones utiliseraient un autre mot? Parce qu'il a une autre définition. En gros, la fake news, c'est l'idée qu'il y a systématiquement une intention dans le fait de mentir et de manipuler. Les journaux peuvent diffuser de fausses informations parce qu'ils se trompent, ils font des erreurs éditoriales. La fake news, c'est quelqu'un qui va diffuser une information en faisant croire qu'elle est vraie. Donc il y a une vraie intention de manipulation derrière tout ça, et c'est ce qui différencie grosso modo les fausses informations qualifiées de fake news de ce qu'on va appeler plutôt des erreurs éditoriales ou des erreurs de la part de professionnels de l'information. C'est mal de diffuser des fausses informations aussi, mais il n'y a pas le même chemin derrière. Il n'y a pas l'idée systématique d'une forme de manipulation. La fake news, c'est à la fois de la désinformation et c'est à la fois une volonté de réinformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, on essaye de faire passer du doute, alors qu'en fait, il ne s'agit pas du tout de doute. Il s'agit de suspicion. Et la suspicion, c'est pas du doute. La suspicion, c'est partir d'un point, c'est considérer la conclusion de quelque chose et essayer d'en expliquer les conséquences. Notre métier, c'est pas de partir de la conclusion, c'est d'essayer d'arriver à une conclusion. Mais il y a effectivement un lien direct entre le phénomène de désinformation et la fake news, c'est que l'un est le combat et l'autre est l'arme. Alors les fake news, c'est un thème qu'on a vu beaucoup apparaître à partir de 2016 avec l'élection de Donald Trump. Ça désigne en français les fausses informations, mais le phénomène correspond en fait à l'apparition de nombreuses fausses informations sur les réseaux sociaux. Et pour moi, une fake news, c'est une information qui est partagée sur les réseaux sociaux à dessein en fait. C'est-à-dire que la personne qui l'a publiée en premier, c'est cette information est fausse. C'est à différencier, je ne sais pas, d'erreur journalistique ou une erreur simple où quelqu'un vous dit il y a eu un accident de voiture dans ma rue et vous le croyez, vous partagez, c'était pas votre intention à vous de faire croire qu'il y avait un accident de voiture. Il y a plusieurs phénomènes. Il y a un phénomène algorithmique qui fait que les fausses informations se répandent plus vite que les vraies. Il y a un deuxième phénomène qui est qu'elles se répandent pendant plus longtemps que les vraies avant d'être déconstruites. Et tout ça, c'est lié à quelque chose d'assez basique. C'est pas possible de prouver que quelque chose qui n'existe pas n'existe pas. L'autre chose qui est certaine, c'est que on n'arrivera pas à empêcher les gens de croire ce qu'ils veulent. Et il ne faut pas se tromper. Quand les gens croient à une fake news, ils ne croient pas à une fake news. Ils sont persuadés de croire à la vérité. Et en fait, le problème est là. Ça dépend de la fake news. En fait, on joue tous à peu près au même jeu, où a priori, quand on dit quelque chose, on doit pouvoir l'avancer. C'est-à-dire que si demain je dis qu'il y a 20 millions d'Allemands en France, si quelqu'un dit ça, ou on peut penser d'autres nationalités, ça veut dire que moi je peux lui demander, d'accord, vous vous appuyez sur quoi? Alors elle peut soit me dire, si, j'ai les chiffres de Eurostat, il y a 20 millions d'Allemands en France, je dirais d'accord, et donc je vais aller vérifier sa source. Ce qui est plus difficile, c'est que quelqu'un me dit, il y a 20 millions d'Allemands, ah bon, vous avez quoi comme source? Ça se voit, non, quand même. On va faire, c'est un peu bizarre comme argument, mais nous, on arrivera avec l'expertise de différentes institutions dont on estime qu'elles sont reconnues pour affirmer cela. Alors, les grands médias d'information professionnelle ne diffusent pas de fake news, ou quasiment jamais. C'est d'ailleurs assez documenté, il y a plein d'études sociologiques là-dessus. Le problème, c'est que qu'il n'y a pas de fake news sans la complicité des journalistes. Et donc, dans l'état d'esprit des gens qui consomment tout ça, il n'y a pas que le responsable du complot, il y a aussi celui qui protège le complot. Celui qui protège le complot, c'est le journaliste. Donc, il y a toujours une forme de double complicité
en gros la défiance dans les grands médias professionnels, est-ce qu'elle est un des facteurs qui fait que les gens adhèrent aux fake news? Oui, certainement. Ce qui est très difficile à mesurer, c'est la part qui existe entre les deux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, quelle est la part de la défiance dans les médias professionnels qui fait qu'on s'informe sur Internet? Et qu'est-ce qui fait que parce qu'on s'informe sur Internet, on a de la défiance pour les grands médias professionnels? C'est très difficile de répondre à cette question. À mon avis, on manque encore de recul et d'études scientifiques sérieuses pour nous éclairer sur ces points. Mais il y a quand même un truc qu'il faut considérer, c'est que les grands médias professionnels, ils ont plein de défauts, mais ils ont quand même l'avantage d'être responsables de ce qu'ils diffusent. Et c'est la seule manière avec laquelle on a réussi à limiter la diffusion de certains nombres de choses. Il y a un peu des deux, comment dire. Les réseaux sociaux, en fait, ce qu'ils ont permis, c'est la circulation rapide des fausses informations. C'est-à-dire qu'avant, quand les phénomènes des rumeurs, ça a toujours existé. Ça a toujours existé avant, avec des moyens plus ou moins limités. L'apparition d'Internet a, par exemple, permis l'émergence des chaînes de mail. Donc, dans des chaînes de mail, c'est des très vieux trucs. On allait dire attention, au cinéma, il y a des seringues qui sont planquées dans les fauteuils où il y a le virus du sida. Et donc, c'est une très vieille rumeur d'Internet, mais envoyez-le à tous vos contacts, et donc ça circulait comme ça. La différence, c'était que c'était une personne qui devait faire l'effort de rajouter tous ses contacts, et généralement, derrière, les gens disaient « Putain, il est chiant, papy, il envoie tout le temps des conneries », donc ça se limitait là. Avec les réseaux sociaux, ce qu'on a pu voir apparaître, c'est que les réseaux sociaux peuvent être très publics, où les fonctions de partage sont ouvertes à toutes. Une information fausse peut être relayée par beaucoup de monde et donc être prise pour vrai. La responsabilité des médias, c'est une autre chose, c'est que les médias, ils ont, selon moi, une responsabilité, notamment aujourd'hui des chaînes d'information en continu, en fait, en donnant la parole à des personnes qui ne sont pas légitimes. Si on invite des gens qui n'ont aucune légitimité à s'exprimer sur des sujets, ils vont donner leur avis et ils vont parfois présenter des choses, mais on va très rarement avoir un contradicteur expert en face, et donc on va avoir des gens qui vont donner leur avis, dire des choses fausses, mais et qui vont laisser, en fait, qui vont donner la parole à ces personnes-là. Et c'est ça la responsabilité des médias, selon moi, sur cette question. Il a toujours existé. Donc il n'y a aucune raison pour qu'il n'existe plus. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'il soit moins mis en avant. Mais le problème, c'est que ces plateformes, elles n'ont pas d'intérêt pour la vérité ou pour le mensonge. Elles ont de l'intérêt pour votre attention. Elles ont de l'intérêt pour votre temps de cerveau disponible. Et tant que la logique sera systématiquement monétaire, on ne pourra pas gagner ce combat. On ne peut pas gagner un combat de vertu si on va dans ce combat où les gens sont avec des armes, avec des lance-pierres. Ça ne peut pas marcher. En fait, il y a un moment où nos moyens de combattre ne correspondent pas à la guerre qu'on veut mener. Alors, soit on change nos moyens, soit on change la guerre. Mais là, comme ça ne peut pas fonctionner. Moi, je pense qu'il y en aura toujours, parce qu'il y en a eu avant nous, et je pense qu'il continuera d'en avoir. Et certains mythes sont coriaces, et les gens continueront d'avoir des a priori sur la société ou autre. Donc ça, ce sera toujours difficile. La question, c'est, aujourd'hui, on pose la responsabilité, en gros, des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils font, eux, pour limiter la diffusion des fake news ? Là, c'est une autre question, mais je ne pense pas que dans un monde utopiste, on ait plus de fausses informations. Ça fait aussi partie du jeu de la démocratie que certains diffusent des fausses informations, et même que les hommes politiques puissent mentir ou que des personnes puissent mentir à des buts militants, ça fait partie du jeu. Et heureusement qu'on n'interdit pas non plus aux gens de mentir, parce que ça deviendrait compliqué. La meilleure manière d'éviter la désinformation, c'est de payer pour s'informer. Un média idéal, il dépend aussi des gens qui le lisent et qui l'achètent. L'information gratuite, ça peut paraître bien. Le journalisme, c'est pas une opération associative, bienveillante, militante, tout ça, c'est pas ça. C'est une économie.
Et c'est une économie dans laquelle on vend la confiance dans l'information qu'on produit. Et ce rapport, ce lien qui existait entre le lecteur et le journal, s'il n'existe plus économiquement dans une société capitaliste néolibérale, il n'existe plus tout court. C'est pas que apprendre à s'informer, c'est comprendre ce qui se passe derrière nos écrans. C'est comprendre que la majorité des informations que vous laissez passer derrière vous, c'est un des conséquences. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est justement qu'on a perdu un peu la maîtrise de ce qu'on utilise. Et en même temps, on a l'impression de l'utiliser vachement bien. Et surtout, on l'utilise beaucoup. Et donc, je crois que là, il y a un espèce de triple phénomène de ces outils ont très bien compris comment on fonctionne. Ils savent s'en servir. Et comme ils ont décidé de s'en servir pour autre chose que le bien collectif, on est un petit peu perdu. Et surtout, comme on n'y comprend rien, on arrive toujours trop tard. Donc du coup, la seule vraie manière de lutter contre tout ça, c'est de comprendre des outils. Donc avant de parler d'apprendre à s'informer sur Internet, faut comprendre comment ça fonctionne. Il n'y a pas de remède miracle contre les fake news, à part le développement de l'esprit critique et la capacité de chacun d'entre nous à faire preuve à la fois d'intelligence, de nuance et de modération. Tout ça, ça passe par de l'éducation, mais en tout cas, il n'y aura jamais d'outils. L'éducation aux médias, c'est quelque chose de très important puisque ça permet d'expliquer à des publics qui ne connaissent pas forcément bien les médias comment fonctionne un journal, comment travaillent les journalistes et donc renforcer la crédibilité de ces sources-là. Donc c'est très bien qu'il y ait l'éducation aux médias parce que parfois des gens vont aller sur un site ou vont aller sur un réseau social et ils sont incapables d'identifier si telle source est fiable ou pas. L'autre chose que je trouve importante, moi, c'est surtout la responsabilité des journalistes, qui est de se dire à qui on tend un micro, en fait, à qui on décide d'inviter, qui on décide de ne pas inviter. Et le fact-checking en soi, il va à l'encontre d'un procédé journalistique qui était le fameux il dit, elle dit. On va parler de le réchauffement climatique. Alors, on va demander l'avis à des experts du GIEC, alors, le réchauffement climatique, comment vous le mesurez, nanana. Donc, eux, ils vont donner tout leur avis, dire, voilà, on fait des études très sérieuses, ça augmente de temps, si on fait rien, il va se passer ça. Et derrière, on va faire, on va demander à monsieur Michel, qui est contre, qui trouve qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, son avis. Ah non, moi je trouve qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, regardez, il fait super beau, on est en février, c'est cool en fait, ça me dérange pas du tout, et puis la semaine dernière il a neigé, donc non, c'est des mensonges. Et en gros, de mettre la parole de deux personnes au même niveau, c'est très risqué, et c'est ce que font par contre énormément les chaînes d'information continue aujourd'hui, en invitant 4 personnes qui sont généralement des éditorialistes et qui ont un avis sur tout, à donner leur avis, mais sur des sujets très 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 différents. Et par contre, c'est des chaînes qui sont beaucoup regardées. Donc, pour moi, il y a une vraie responsabilité de se dire à qui je tends le micro et est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller demander le contradictoire de quelqu'un qui n'est pas du tout expert ou qui n'a pas le même niveau sur un sujet. C'est que personne ne pourrait nous prouver que les choses seraient pas pires s'ils ne faisaient pas. Et donc, moi, je crois à la vertu de ce travail de fact-checking et de vérification d'informations. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à convaincre des croyants qu'ils sont dans l'erreur que ça ne touche pas des indécis qui évitent de tomber dans la croyance. Ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas mesurer ça. Donc, on ne peut pas dire, tiens, ça a marché, ça a de l'impact, ça n'en a pas. On n'arrive pas à trancher les choses. Et donc, du coup, là, il y a une vraie difficulté. Mais la vraie difficulté, elle est plutôt dans notre appréciation du problème que dans sa réalité. Le fact-checking, en fait, c'est drôle parce qu'un des reproches qui a été fait d'abord au fact-checking, c'est de dire mais vous intéressez à des choses, des réseaux sociaux, espèce de trucs obscurs, ou en faisant des articles dédiés à ça, vous parlez de la fausse information. Le problème, c'est de dire si on ne le fait pas, personne ne le fait. Donc il faut bien que quelqu'un le fasse, tant mieux qu'il y ait des experts qui le fassent. Et ce qu'on a remarqué d'ailleurs, c'est qu'au cours des dernières années, alors qu'au tout début du fact-checking, encore, moi quand j'ai commencé en 2015, il y avait... la France, elle fait déjà beaucoup de fact-checking par rapport aux autres pays, mais il y avait, on va dire, 5 ou 6, je pense, médias qui en faisaient. C'était Libération, Le Monde, France 24,
Et France Info et Europe 1 avaient une pastille à l'époque. Ils ont arrêté de le faire. Aujourd'hui, on peut voir qu'il y a déjà plus de journaux ou de médias qui en font. À ceux-là se sont ajoutés l'AFP, 20 minutes. Et on peut voir que même des sites qui n'ont jamais fait de fact-checking auparavant, comme Le Figaro ou comme LCI, tout ça, font aujourd'hui des formats qui reprennent les codes du fact-checking, qui est de dire, voilà une déclaration, et on a fait la recherche qui arrive à la conclusion que c'est vrai. Donc c'est un genre qui s'est énormément développé et où ces formulations, en fait, même au niveau des noms, en fait, on met en scène aussi ce style-là.